Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours sur les équations fondamentales. Alors, pour rappel, voici où on se situe dans le cours. Donc on a terminé la partie dédiée à l'hydrostatique et nous entamons maintenant l'hydrodynamique. Avant de commencer, quelques petits rappels ou informations sur les notations que nous allons utiliser dans ce cours. Donc, on parlera bien entendu de produits scalaires, comme illustré ici, entre un vecteur V et un vecteur dA, par exemple. On notera le gradient comme ceci, donc le gradient d'une fonction qui est un scalaire, par exemple, nous donnera un vecteur comme ceci, df dx, df dy, df dz. La divergence, on l'indiquera comme ceci, la divergence d'un vecteur nous donne un scalaire. Et alors le rotationnel, sur lequel on aura l'occasion de revenir, on prend le rotationnel d'un vecteur et ça nous donne un vecteur. Donc on va noter ces différentes notions comme ceci. Alors une autre chose importante à dire, c'est de décrire le point de vue lagrangien et le point de vue eulérien qu'on peut adopter pour décrire le mouvement. Pour faire simple, on peut dire que le point de vue lagrangien, c'est un peu comme si, quand vous regardez un match de tennis, vous suivez la balle qui va d'un côté à l'autre. Par contre, le point de vue eulérien, ce serait le point de vue du juge de ligne qui fixe la ligne ou qui fixe le filet et qui voit la balle passer devant lui, mais ne la suit pas des yeux. Donc, dans le point de vue lagrangien, les spectateurs suivent la balle des yeux. Par contre, dans le point de vue eulérien, le juge de ligne fixe sa ligne et voit la balle passer devant lui. On peut représenter ces deux points de vue également à travers l'exemple d'un réservoir dans lequel la surface d'eau oscille. Donc un réservoir soumis à une accélération qui fait osciller la surface de l'eau. Si on suit le mouvement d'une particule, on se retrouve dans le point de vue lagrangien qui est illustré ici à droite et on peut suivre les trajectoires de ces particules. Par contre, si on fixe un endroit du réservoir, on va voir plutôt les vecteurs vitesse et ça c'est le point de vue eulérien qui est illustré ici à gauche. Voyons maintenant quelles variables on peut définir dans ces deux points de vue. Donc, dans le point de vue de Lagrange, on va suivre le mouvement de particules et les inconnus seront donc les positions de ces particules à chaque instant, donc la position x, y et z à chaque instant t. Si on considère un ensemble de particules, on parlera d'un système. Donc on représente par exemple au temps t en noir un système, un ensemble de particules qui va se retrouver comme illustré en rouge au temps t plus delta t, donc il se sera déplacé. Par contre, dans le point de vue eulérien, ce qui va nous intéresser, ce sont les vitesses. Si on fixe le regard sur un point ou sur un endroit, on va voir les vitesses et les inconnus de notre problème seront donc à chaque instant les vitesses u, v, w, les trois composantes de vitesse. Et on parlera du coup plutôt d'un volume de contrôle qui est le volume sur lequel on va se concentrer et dans lequel on va observer toutes ces vitesses. En termes de variables, on peut résumer la situation comme ceci. Dans le point de vue lagrangien, les inconnus sont les positions, et puis à cela s'ajoute la pression, qu'on va devoir définir aussi à chaque endroit, et la masse volumique, si elle est susceptible d'évoluer. Et on travaillera donc à partir d'un système. Par contre, dans le point de vue eulérien, les inconnus seront les vitesses. On aura aussi la pression et la masse volumique à définir, mais on le fera à partir d'un volume de contrôle qu'on observera au fil du temps. Cela nous amène à définir les trajectoires et les lignes de courant. Alors dans le point de vue lagrangien, quand on va suivre une particule, quand on va suivre la trajectoire d'une particule, son évolution, son déplacement au cours du temps, on va définir une trajectoire comme illustré ici. Et on peut définir un élément de cette trajectoire ds, donc le vecteur déplacement, comme étant v, le vecteur vitesse, fois le pas de temps delta t. Donc on peut séparer chacune des composantes suivant les trois directions, et on peut écrire cette égalité-ci, qui nous montre que
dx sur u est égal à dy sur v est égal à dz sur w est égal à dt. Donc ça, c'est ce qu'on peut écrire quand on a des trajectoires le long desquelles, qui nous indiquent le trajet parcouru par des particules. Dans le point de vue eulérien, on va définir plutôt les lignes de courant, et les lignes de courant, par définition, sont des lignes qui sont tangentes partout au vecteur vitesse. Donc on a illustré ici le champ de vitesse dans un écoulement consécutif à une rupture de barrage. On voit que l'écoulement s'accélère de gauche à droite et va vers le bas. Donc on a le champ de vitesse qui est dessiné, et il suffit d'imaginer des lignes tangentes à tous les vecteurs vitesse pour dessiner les lignes de courant. Comme ces lignes de courant sont par définition tangentes partout aux vitesses, eh bien on peut écrire ces égalités-ci. Mais attention, cette fois-ci, on n'a plus l'égalité avec dt, puisque ces lignes de courant sont susceptibles de varier dans le temps, de changer à chaque instant. En fait, on aura l'égalité entre les trajectoires et les lignes de courant seulement si l'écoulement est permanent ou constant dans le temps. On peut revenir à l'exemple de notre réservoir oscillant. Donc on avait les trajectoires ici dans le point de vue lagrangien et une ligne de courant qu'on peut suivre comme illustré ici dans le point de vue eulérien. Une autre manière d'illustrer ça est donnée ici par cet exemple d'écoulement suite à une rupture de barrage. Donc on a filmé ici l'écoulement par au-dessus, et en suivant toutes les petites particules qui ont été disposées à la surface de l'écoulement, on peut reconstruire les vitesses, on peut reconstruire les champs de vitesse, et à partir de cette vidéo ici en dessous, on peut imaginer pouvoir tracer les lignes de courant à chaque instant. Et on voit qu'elles diffèrent à chaque instant, puisque c'est un écoulement qui n'est pas constant dans le temps. C'est un écoulement qui varie, comme on a pu le voir. On peut aussi, en suivant maintenant individuellement chaque particule, tracer les trajectoires. Donc on voit ici la construction progressive des trajectoires qu'on a faite dans un autre cas d'écoulement, un écoulement dans un coude à 90 degrés. Et on suit toutes ces trajectoires qui se forment. On voit aussi que les trajectoires ont l'air de se croiser. Par exemple ici, elles changent de direction. Eh bien, parce que les trajectoires ne sont pas les mêmes. Les trajectoires, la trajectoire d'une particule qui part de là n'est pas la même au début de l'écoulement qu'à la fin de l'écoulement, puisque l'écoulement varie. Donc, de nouveau, dans ce cas-ci, on n'aurait pas l'égalité entre les trajectoires et les lignes de courant à chaque instant. On verra par contre que si l'écoulement est permanent, s'il est constant dans le temps, alors les trajectoires et les lignes de courant se confondent. Et en fait, la plupart des écoulements que nous allons traiter ici, dans le cadre de ce cours, seront des écoulements permanents. Alors, à partir des lignes de courant, on peut définir une surface de courant, par exemple, comme une surface qui s'appuie sur une courbe donnée C. Si l'équation de cette courbe est donnée comme ceci, eh bien on va définir les lignes de courant par cette équation, donc en disant que les lignes de courant qui s'appuient sur la surface sont partout perpendiculaires à la direction de cette surface qui est donnée par le gradient de f. Donc une surface de courant va être définie comme ceci. Et si nos lignes de courant s'appuient sur une surface fermée, comme c'est le cas ici, eh bien ça nous permet de définir un tube de courant, donc un tube de courant dans lequel toute la surface qui le délimite est tangente au vecteur vitesse. On peut également définir la manière de calculer le débit à travers une surface donnée. Donc si on prend un petit élément de surface dA, on définit le vecteur dA comme le vecteur normal à la surface et d'amplitude égale à l'aire de cette surface. On peut également définir le vecteur n, vecteur unitaire qui contient les cosinus directeurs de la normale à la surface. Donc ce vecteur n est normal à la petite surface ici dA. Donc c'est ce qu'on a défini dans l'équation 1. Et le débit, eh bien, ce sera le flux à travers cette surface. Le flux, donc la vitesse
à travers cette surface, qui est définie comme dans l'équation 2. On fait le produit scalaire entre V et dA, qu'on peut exprimer aussi comme le produit scalaire entre V et le vecteur n normal à la surface, et on retrouve dA ici simplement la grandeur de l'aire de cette petite surface. Alors on peut développer en tenant compte du cosinus, ou encore exprimer à partir des composantes du vecteur n comme ceci. Donc on a diverses expressions qui nous donnent le débit à travers cette surface, toutes issues de la définition initiale, disant que le débit est le produit scalaire de V dA, dA étant l'élément de surface. Et si on veut traiter une surface plus grande, on intègre évidemment sur toute la surface. Dans l'équation 5 ici, on a défini le débit massique, puisque l'autre débit qu'on a défini ici, si on regarde les unités, c'est en fait un débit volumique, exprimé en mètres cubes par seconde. Si on veut un débit massique, eh bien il suffit de le multiplier par la masse volumique du liquide qui s'écoule. Avec ce qu'on a dit précédemment concernant les tubes de courant, eh bien on peut se rendre compte que le débit à l'intérieur d'un tube de courant sera constant, puisqu'en fait, par définition, le débit à travers la surface qui délimite le tube de courant sera nul, puisque tous les vecteurs vitesse sont parallèles à cette surface. Donc si on calcule le flux à travers la surface de courant, il sera nul. Ce qui veut dire que le débit à l'intérieur d'un tube de courant sera constant. Continuons avec les définitions. On a présenté le point de vue lagrangien, le point de vue eulérien, et on verra que pour écrire les équations du mouvement, il est souvent plus facile de partir du point de vue lagrangien, mais il sera plus facile pour calculer l'écoulement d'adopter le point de vue eulérien. On a donc besoin d'une méthode, d'une manière de passer de l'un à l'autre, et c'est ce qu'on va illustrer ici. Le système étant le point de vue lagrangien, on a un système ici illustré en rouge au temps t, qui coïncide avec un volume de contrôle, ça c'est le point de vue eulérien, au temps t aussi. Et puis, un temps dt plus tard, le système s'est déplacé, puisqu'il est soumis au champ de vitesse, le volume de contrôle, lui, par contre, n'a pas bougé. On peut donc définir trois zones. La première zone 1 ici, illustrée en vert, c'est la partie du volume de contrôle qui coïncidait avec le système au départ, mais qui n'est plus dans le système au temps t plus dt. On a le volume 2, qui était dans le volume de contrôle et dans le système, et qui est toujours dans ces deux points de vue. Et puis on a le volume 3, qui est ici illustré en rouge, qui se retrouve dans le système au temps t plus dt, dans le système qui s'est déplacé, mais qui n'est pas dans le volume de contrôle. Et pour décrire le lien entre ces deux points de vue et les équations qu'on peut écrire dans ces deux points de vue, on va considérer une quantité massique, n, définie comme ceci. Donc une quantité massique, c'est une quantité proportionnelle à la masse, le facteur de proportion étant eta, et selon ce qu'on donne comme valeur à eta, on va pouvoir représenter différentes quantités. Donc si eta vaut 1, on aura simplement la masse par exemple. Si eta vaut la vitesse, on aura la quantité de mouvement. Et donc on peut définir notre quantité massique n comme ceci, en l'intégrant sur tout le volume oméga du système par exemple. Alors on va exprimer la variation de la quantité n entre le temps t plus delta t et le temps t. Donc cette variation, eh bien, c'est simplement la différence entre ce qu'on a dans les volumes 3 et 2, ça représente l'état du système au temps t plus delta t, moins ce qu'on a dans le système initial au temps t, c'est-à-dire les volumes 1 et 2. Et donc sur chacun de ces volumes, on a exprimé la quantité n, donc l'intégrale de eta rho dv. Quand on regarde les termes, on voit qu'on en a deux qui sont exprimés sur le volume numéro 2. On va pouvoir les regrouper ici. Et puis, on a les variations ou l'évolution sur le volume 3 et sur le volume 1. Si on regarde ce premier terme, si le pas de temps delta t devient très petit, qu'il tend vers 0, en fait, cette différence va tendre vers la dérivée matérielle, donc la dérivée de la quantité n en fonction du temps.
Et ce terme-ci va tendre, lui, tout simplement vers la dérivée en fonction du temps, la dérivée partielle en fonction du temps, de l'intégrale de eta rho dv sur le volume de contrôle. Puisque si delta t devient très petit, eh bien le système et le volume de contrôle se rapprochent et coïncident presque. Pour le troisième terme, on va le détailler comme ceci. Donc on peut d'une part considérer l'intégrale sur le volume 3, qui est illustrée de manière agrandie ici. Et on va essayer de calculer cette intégrale en faisant tendre delta t vers 0. Alors d'abord, pour le calcul de cette intégrale, on doit calculer ce volume 3. Et on se rend compte qu'en fait, ce volume 3, il est dû à la vitesse v qui a déplacé le système. On va donc pouvoir diviser ce volume 3 en une série de petits cylindres comme ceci, de longueur v delta t, et de base dA, donc un petit élément d'air de la surface du volume de contrôle initial. Et donc en fait, on fait le produit scalaire entre v et dA, et donc on va intégrer tous ces petits volumes qui valent ce produit scalaire VDA. Alors, si DA a une orientation θ par rapport à V, eh bien, on va exprimer donc dV comme ceci, et notre dV dans l'intégrale est donc bien VDA fois delta t. On peut faire la même chose pour le volume 1, qui est le volume qui était dans le volume de contrôle au départ et qui l'a quitté. Et de nouveau, on peut définir ces cylindres d'intégration, donc le déplacement v dt et l'air dA qui est la base du cylindre. Cette fois-ci, simplement, le vecteur dA qui est normal à la surface est dirigé dans le sens opposé de la vitesse, d'où le signe négatif qu'on retrouve ici aussi. Et donc on fait exactement le même raisonnement dans les deux cas, simplement on a un signe qui est différent. Et en fait, si on fait tendre delta t vers 0, eh bien ces volumes 1 et 3 vont se réduire, et se réduire tellement qu'à la limite, on n'aura plus que le flux à travers ces surfaces. Donc le produit scalaire VDA, ce sera simplement le flux à travers ces deux surfaces. Et c'est ça qu'on exprime ici. Donc le troisième terme, en fait, si delta t tend vers 0, il se réduit à l'intégrale sur la surface de contrôle, donc la frontière initiale du volume de contrôle, de V dA, le flux à travers toute la surface. Alors, en combinant tous ces termes, on obtient finalement l'équation 4, qui est l'équation qui lie la dérivée matérielle exprimée dans le point de vue de Lagrange, le point de vue d'un système, au point de vue eulérien sur un volume de contrôle. Donc en fait, la dérivée matérielle, eh bien, c'est la dérivée dans le temps de ce qui est contenu dans le volume de contrôle, plus l'évolution du volume de contrôle par les flux qui entrent par ces frontières, donc décrits par la surface de contrôle. On va maintenant pouvoir utiliser cette équation pour écrire d'une part l'équation de continuité et puis l'équation de mouvement générale pour un fluide. Alors commençons avec l'équation de continuité. Pour l'équation de continuité, notre quantité massique, ce sera la masse, donc eta est égal à 1. On a rappelé ici la définition de la quantité massique n. Si on prend eta égal à 1, eh bien n est tout simplement égal à la masse. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dans le point de vue lagrangien de l'évolution de la masse en fonction du temps? Pour l'équation de continuité, c'est très facile, c'est 0, puisqu'en fait on ne perd pas de masse, on n'en gagne pas. Et donc on voit que d'écrire les équations dans le point de vue lagrangien, c'est très simple. C'est simple, l'équation de continuité, c'est tout simplement dm dt égale à 0. Le problème, c'est que c'est pas très facile à utiliser pour un calcul détaillé dans un écoulement. Et c'est pour ça qu'on va utiliser cette relation qu'on vient de développer pour transformer cette équation lagrangienne en équation dans le point de vue eulérien. Donc on applique tout simplement la transformation, on a eta qui équivaut 1 et on obtient l'équation 3. Alors on va maintenant pouvoir développer cette équation.
l'intégrale ici sur la surface de contrôle, donc la surface du volume de contrôle. On va la transformer en une intégrale sur le volume de contrôle en utilisant le théorème de la divergence qui est rappelé ici. Donc on a l'intégrale sur une surface qui est égale à l'intégrale sur le volume contenu dans cette surface de la divergence de la quantité A qui est décrite ici. Alors ce qu'on a fait aussi avec le premier terme, c'est qu'on a pu faire entrer la dérivée dans l'intégrale. Pourquoi? Tout simplement parce que le volume de contrôle, il est fixe. Les bornes de l'intégrale ne varient pas, donc on peut sans problème écrire la dérivée à l'extérieur ou à l'intérieur. Et donc en appliquant ces deux transformations, on a obtenu l'équation 4, qui est écrite sur le volume de contrôle. On a la divergence ici de la vitesse, suite à l'application du théorème de la divergence, et d rho dt qui vient de ce premier terme-ci. Comme cette équation doit être valable pour n'importe quel volume de contrôle, eh bien il faut que ce terme-ci soit nul aussi. Et on obtient donc l'équation 5 où on a pu enlever le signe d'intégrale. Alors cette équation 5, on peut la développer comme ceci, de manière peut-être plus claire ou plus détaillée. Et donc elle exprime la continuité, la conservation de la masse dans l'écoulement. Cette équation de continuité, on peut l'obtenir aussi de manière peut-être plus simple en faisant un simple bilan de masse sur un petit volume élémentaire au sein de notre écoulement. Alors un tel volume est illustré ici. Donc on a représenté les flux dans les trois directions X, Y et Z. Donc en rouge, les flux dans la direction X, le flux de masse, qui entre par exemple par la facette arrière. Et puis sur la facette avant, qui est située dx plus loin, on a le flux qui entre, plus une variation de ce flux, représentée par d rho u dx fois dx, variation qui a lieu sur le petit pas de temps dt considéré. Et on a la même chose dans la direction y, illustrée par les flèches bleues, et dans la direction z, illustrée par les flèches vertes. Donc la masse qui entre par la facette arrière est décrite dans l'équation 1. La masse qui sort par la facette avant est décrite dans l'équation 2. On peut écrire des équations similaires pour les facettes latérales et les facettes supérieures et inférieures. Et puis on peut exprimer aussi par l'équation 3 la variation de la masse contenue dans notre volume de contrôle comme ceci. Alors si on fait le bilan complet sur tout le volume de contrôle, on obtient l'équation 4. Donc on voit en fait que pour la direction X, le bilan entre les facettes arrière et avant nous permet de simplifier ce terme-ci et celui-ci, et il ne nous reste que la variation d rho u dx. Ce sera la même chose pour les autres facettes, donc pour les directions bleues, la direction Y, et pour la direction verte, donc la direction Z. Ce qui fait que on retrouve ici, donc dans le premier terme, le bilan dans la direction X, dû aux équations 1 et 2, le bilan dans la direction Y et le bilan dans la direction Z, donc tous les bilans de flux à travers les facettes. Et ces bilans de flux, on peut les égaler à la variation de la masse contenue dans le volume de contrôle. Si on remet un peu d'ordre dans les termes, on retrouve bien l'équation de continuité telle qu'on l'avait obtenue précédemment. Et donc, pour résumer, on a pu écrire l'équation de continuité comme ceci, et on va évidemment très souvent faire l'hypothèse que l'eau est incompressible. On va en fait dans ce cours-ci faire tout le temps cette hypothèse et donc considérer que ρ est une constante, ce qui va nous permettre d'éliminer ce terme-ci. Alors si on se souvient de notre problème au départ, on avait dit que les inconnus seraient les vitesses, la pression et la masse volumique ρ. Pour la masse volumique, elle est constante, donc elle interviendra peu, mais on n'a pas encore fait apparaître la pression. Ça, ce sera pour plus tard. On va d'abord écrire, en suivant le même processus, l'équation de mouvement. De nouveau, on repart de notre quantité massique n, m fois eta. Cette fois-ci, eta sera égal à la vitesse. Donc notre quantité massique, ce sera la quantité de mouvement.
Et l'équation qu'on peut écrire très facilement dans le point de vue lagrangien, eh bien c'est somme des forces égale dmv dt. Donc la variation de la quantité de mouvement dans le temps est égale à la somme des forces qui sont appliquées sur le système. Quelles sont les forces qui sont appliquées sur le système? Eh bien on va avoir deux types de forces. Tout d'abord, des forces massiques, des forces qui sont appliquées à l'ensemble de la masse du système. Et ces forces massiques, on va les représenter comme ceci. On va détailler le vecteur Fm des forces massiques en composantes suivant la direction x. Donc grand X, c'est la composante dans la direction x des forces massiques. Grand Y, c'est la composante dans la direction y. Et grand Z, c'est la composante dans la direction z. Alors, des forces massiques, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, la force massique la plus évidente à laquelle on est tous soumis, eh bien, c'est la force qui est due à l'accélération de la gravité, par exemple. Ça, c'est une force massique évidente qui interviendra évidemment dans nos équations. Mais on n'a pas que les forces massiques. On a aussi des forces de surface dont il va falloir tenir compte. Si on considère notre volume de contrôle, on a des forces qui peuvent s'exercer sur les différentes facettes. Par exemple, si on prend la facette arrière, on va définir les forces ou les contraintes ici dans trois directions possibles. La convention qu'on va adopter, c'est que par exemple, sigma 2, 1, c'est la force qui s'exerce dans la direction 2 sur une facette qui est normale à la direction 1. La direction 1 étant la direction X. Et donc on a sigma 1, 1 qui est perpendiculaire à la facette, qui est indiquée en rouge, et puis les deux composantes tangentielles à la facette, sigma 2, 1 dans la direction Y, et sigma 3, 1 dans la direction Z. On peut faire de même avec les deux autres facettes qui passent par l'origine. Donc on a ici sigma 2, 2, normal à la facette qui est normal à la direction Y, et sigma 3, 3 dans la direction Z. Alors si on reprend uniquement notre facette arrière, on va essayer d'exprimer les forces sur la facette avant, qui est décalée d'une distance dx. Ces contraintes-là, on peut les exprimer comme ceci, à partir de ce qu'on avait sur la facette arrière, plus un petit incrément de contraintes, donc d sigma 1, 1 dx, d sigma 3, 1 dx, d sigma 2, 1 dx, comme illustré ici. Et on peut faire la même chose pour toutes les facettes, donc on se retrouve ici avec l'ensemble des contraintes sur toutes les facettes de notre volume de contrôle. Concentrons-nous sur la direction X pour écrire le bilan des forces de surface. On a laissé ici sur l'illustration que les forces qui s'exercent dans la direction X, et donc pour calculer que les contraintes donc qui s'exercent dans la direction X, et pour calculer les forces dans la direction X, eh bien on va travailler facette par facette. On a par exemple sigma 1, 1, qui est la contrainte qui s'exerce sur une facette d'air dy, dz, et qui est dirigée dans la direction des x négatifs, d'où le moins. On lui ajoute les forces sur la facette avant, donc sigma 1, 1 plus d sigma 1, 1 dx fois dx, la contrainte qu'on multiplie par l'aire de la facette dy, dz. On fait la même chose avec les deux facettes latérales, donc qui sont normales à la direction y, et on a ces forces-ci qui apparaissent. Et puis la même chose pour les contraintes dans la direction X qui s'exercent sur les facettes supérieures et inférieures. Alors on voit qu'il y a toute une série de termes évidemment qui disparaissent, qui se simplifient, et on obtient finalement cette expression-ci pour les forces de surface qui s'exercent dans la direction X. On peut généraliser cela à des volumes de contrôle de n'importe quelle forme en se rendant compte que ce qu'on a exprimé ici, en fait, dans l'équation 1, eh bien, c'est le produit scalaire sur chaque facette, donc sur chaque élément de surface, entre sigma i, les contraintes dans la direction i qu'on considère, et n, le vecteur normal à la facette considérée. Et avec cette expression-ci, on va pouvoir de nouveau utiliser le théorème de la divergence pour pouvoir transformer cette intégrale de surface en une intégrale de volume, comme ceci. Donc,
on peut exprimer les forces de surface comme l'intégrale sur le volume de la divergence des contraintes intégrées sur le volume, et c'est bien ce qu'on a exprimé, ce qu'on a trouvé dans l'équation 2. Alors on va maintenant pouvoir combiner tout ce qu'on a trouvé pour écrire l'équation de mouvement. Pour rappel, on est parti de cette expression-ci, qui est l'expression lagrangienne, somme des forces égale variation de la quantité de mouvement dans le temps. On a exprimé la somme des forces qui s'exercent dans la direction x, donc les forces massiques, on prend la composante dans la direction x, et les forces de surface. On peut détailler ces forces et les combiner en une intégrale unique sur le volume de contrôle, comme ceci. Et puis, en utilisant la loi de conservation qu'on a démontrée précédemment, on peut traduire le membre de droite de l'équation 1 dans la direction x, comme ceci. Donc, en se souvenant que eta vaut la vitesse, et comme on prend la vitesse dans la direction x, comme on écrit l'équation dans la direction x, on va prendre la composante u de la vitesse. Donc, on a d'abord la dérivée dans le temps de l'intégrale sur le volume de contrôle de ρ u dv, et puis l'intégrale sur la surface du volume de contrôle de ρ u fois v dA, ce produit scalaire. Comment est-ce qu'on peut développer ce dernier terme-ci? Eh bien, on peut le développer de nouveau en utilisant le théorème de la divergence pour exprimer la divergence de ce terme-ci. Et donc, si on combine tous les éléments, donc les forces exprimées comme dans l'équation 3, et puis la variation de quantité de mouvement comme dans l'équation 4, on obtient l'équation 5 ici, qu'on peut exprimer pour un volume de contrôle. Et comme cette équation 5 doit être valable pour n'importe quel volume de contrôle, il faut que le terme ici, qui est à l'intérieur de l'intégrale, soit nul aussi. Donc, ça nous permet de supprimer l'intégrale, et puis, en réorganisant un peu les termes, on obtient l'équation 6 comme ceci. Alors, dans cette équation, on va pouvoir développer les produits qui sont dans le terme de droite, comme ceci. Et on se rend compte que en développant les dérivés, eh bien, on a fait apparaître ici l'équation de continuité. Et en fait, l'équation de continuité, ben, on sait que elle est nulle, on sait que ceci c'est égal à 0. Donc en fait, ce terme va disparaître. Et donc, en fin de compte, on obtient l'équation 8, qui est une forme un peu plus simple, un peu plus courte, et qui est la forme finale de l'équation de mouvement dans la direction x avec laquelle on va travailler. On peut évidemment faire ça dans toutes les directions, et on obtient donc les 3 équations de mouvement qui sont écrites ici. Alors, dans ces équations de mouvement, donc on a toujours bien nos inconnus qui sont les vitesses. La pression, on ne l'a pas encore vue, comme on l'a dit, ce sera pour plus tard. Et ρ, la masse volumique, qui sera considérée comme constante, puisque le liquide est considéré comme incompressible. On peut encore manipuler un petit peu ces équations pour les transformer, en se rendant compte que on peut écrire U', qui est la dérivée totale de la vitesse, comme ceci, et que si on a un pas de temps dt qui tend vers 0, eh bien en fait ce développement du dt, donc ce développement de la dérivée totale de du dt comme ceci, on fait apparaître du dx fois dx dt, du dy fois dy dt, du dz fois dz dt, et bien qu'en fait ces 3 termes-ci deviennent, si dt tend vers 0, tout simplement les 3 composantes de vitesse u, v et w. Et du coup, ce terme-ci, en fait, il est simplement égal à la dérivée totale U'. Donc c'est une autre manière, peut-être plus courte, d'écrire les équations qu'on utilisera aussi à certains moments. Donc, nos équations, on peut les écrire de cette manière-ci. Et dans ces équations, maintenant, il va nous falloir trouver des manières d'exprimer ces contraintes, puisqu'on a quand même 9 valeurs de contraintes possibles,
et il va nous falloir trouver une manière de les exprimer pour pouvoir résoudre un problème. Et c'est à travers l'expression de ces contraintes, on verra que on pourra finalement faire apparaître la pression, mais également d'autres types de contraintes en fonction du modèle qu'on choisira pour représenter le mouvement du liquide. Dans un premier temps, dans le cours suivant, on va commencer par montrer le lien qui existe entre des mouvements et des déformations au sein du fluide, ce qui va nous permettre de progresser dans l'expression de ces contraintes. Et je vous fixe donc rendez-vous dans le cours suivant. À bientôt!